présenter en ouverture José Boublil, ici présent, qui a étudié à l'ESSEC la promotion de 79. Il est spécialiste de management et théorie des jeux, expert comptable, commissaire aux comptes, conseiller à Paribas, AXA, Caisse des dépôts. Non. Ok. Il a travaillé aussi pour Rothschild, la BNP, le Crédit Lyonnais. Il a été PDG de Act, cabinet d'audit, leader des intros en bourse de 14 groupes cotés, dont un qui est au Nasdaq. Il est actionnaire de 8 boîtes cotées à l'ALIA en 2004, cofondateur de Retraite Plus et actuellement leader en Europe, et il intervient sur 8 pays. Désolé, merci beaucoup de cette introduction. J'espérais que ce soit raccourci pour ne pas déranger trop. Bon, moi je suis arrivé en Israël en 2004. Je vais juste vous dire en quelques mots comment je vois mon parcours. Chacun a une histoire personnelle, individuelle. Les problèmes des uns ou les problèmes des autres sont chacun différents. On ne peut pas se voir chez quelqu'un d'autre ou comprendre les choses à travers son propre parcours. Mais c'est important de regarder tous les parcours et d'essayer de s'apaiser un peu de toutes ces questions qu'on a en tant qu'Olé Hadash. J'ai 3 passeports. Je suis tunisien, encore aujourd'hui. Je n'ai jamais renié ce passeport. Je suis français et je suis israélien. Tunisien, c'est le passé. Français, c'est aujourd'hui aussi le passé. Ça a été le présent, longtemps. Et Israël, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas moi, ce sont mes enfants et mes petits-enfants. Celui qui veut toujours se tourner pour regarder ce qui se passait dans son histoire n'est pas capable d'avancer. Il y a énormément de gens pour qui l'ALIA, c'est en permanence un va-et-vient entre le regard vers le passé et le regard devant. Je ne me pose plus cette question pour une raison simple, c'est que j'ai mes petits-enfants qui sont tous nés ici et c'est eux l'avenir et il n'est pas question d'envisager un retour. Ils ne parlent quasiment qu'hébreu, ils parlent très très bien le français aussi, mais pour eux, la langue, c'est aujourd'hui l'hébreu. Ils chantent en hébreu, et mon plaisir, c'est de les écouter en hébreu. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour répondre à quelques grandes questions de ceux qui repartent, qui reviennent, etc. On peut les comprendre pour des raisons économiques. Je ne me permettrai sûrement pas de critiquer les uns ou les autres quand les jours sont difficiles pour payer un loyer ou quelque chose d'important. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est là, après 2000 ans, et que c'est ça l'avenir des Juifs. Il est nulle part ailleurs. Voilà. En tant que chef d'entreprise, j'ai effectivement eu un parcours un peu compliqué. J'ai quand même 67 ans, donc j'ai pu faire des choses. Quand un jeune de 30 ans dit c'est bravo, je lui dis bah non, c'est pas bravo, toi tu as encore 30 ans, tu as le temps d'en faire 10 fois plus. Aujourd'hui, j'ai effectivement une entreprise qui a un certain nombre de principes de management, qui est un peu bizarre, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, probablement parce que mon père déjà avait commencé sa carrière en dirigeant l'usine familiale à 18 ans. Il y a des règles. Les règles en Israël, elles sont très particulières. Je m'intéresse d'abord aux autres avant de m'intéresser à moi. C'est bizarre. Ça ne m'intéresse pas l'optimisation économique. D'abord, je m'intéresse à des gens qui parfois sont dans des situations difficiles, peut-être prêts à repartir en France. Et à ce moment-là, on se pose des questions. Est-ce que pour essayer d'économiser un peu, ça vaut la peine de les laisser partir en France? Alors voilà, c'est j'ai décidé, pas tout seul, avec mes enfants, avec un certain nombre de personnes autour de moi, à avoir un management très très étrange,
qui s'appelle la bienveillance absolue. Voilà. Donc, au fond, j'ai rien préparé ici, je dois dire. Pour moi, c'est ce que je vis tous les jours, c'est une évidence aujourd'hui. J'étais un peu moins souple en France, mais j'étais quand même, pour raconter une petite anecdote, en 15 ans, j'ai eu un licenciement dans mon cabinet d'audit. Voilà. Donc, et en général, c'est que la personne a vraiment dû faire un maximum pour m'énerver, quoi. Voilà. Je vais vous donner une petite histoire qui m'a beaucoup touché quand j'étais là. J'ai une petite fille aujourd'hui, elle a 12 ans et demi. Quand elle a eu 6 ans, un jour, elle est venue et elle avait coupé tous ses cheveux. Et j'étais choqué, j'ai demandé à mon fils, à ma belle-fille, et ils m'ont dit, on a essayé de lui dire que quand même, fallait peut-être pas couper autant. Et la petite a offert ses cheveux à un enfant. Ça se fait ici, c'est pas unique, hein, mais à un enfant qui est atteint d'un cancer. Pour moi, c'est ça Israël, d'accord ? Regardez tous les petits trucs à droite, à gauche, on peut perdre son temps. Tous les pays ont des défauts catastrophiques, tous. La France et Israël d'ailleurs. Et on n'est pas en train de comparer, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de construire différemment. Voilà. Bon, écoutez, c'était concis, mais right to the point. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour José Boublil ? En fait, je vais juste vous poser une simple question par rapport à votre carrière, puisque je fais le même métier que vous, mais vous n'avez pas expliqué précisément comment ou où avez-vous fait vos études et comment avez-vous développé votre activité ici en Israël. En fait, j'ai fait des études classiques d'école de commerce, puis d'expertise comptable. Donc j'ai ouvert un cabinet. Le cabinet, après 15 ans, je l'ai cédé à un groupe qui s'appelle Deloitte. Il était accessoirement 5 ans associé. Et puis je suis venu en Israël. Et donc, par hasard, j'ai décidé... je suis tombé sur une opportunité de reprendre une toute petite boîte naissante dont l'objet était d'aider les familles françaises, non juives en particulier, plutôt, à trouver une maison de retraite pour leur famille. J'avais trouvé ça très intéressant. Il y avait 4 ou 5 salariés. On a développé largement ce pays, la France, parce qu'il y a un besoin important d'assister les familles à trouver la meilleure maison de retraite pour eux. Puis ensuite, on a ouvert la Belgique, puis ensuite, on a ouvert l'Espagne, l'Italie, le Brésil, la Suisse, etc. Le seul pays que je n'ai pas encore ouvert, et j'hésite vraiment, et je n'ai pas très envie de l'ouvrir, c'est l'Allemagne, parce que je n'ai pas très envie de faire plaisir aux vieux pépés de ce pays-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est 170 personnes à peu près. Bravo. Bon, il y a une autre question, non ? Donc concernant l'activité des placements en maison de retraite, qui effectivement c'est un vrai problème de société aujourd'hui, puisqu'avec l'allongement de l'espérance de vie, le fractionnement des familles qui fait qu'on ne veut plus forcément garder les grands-parents, et puis des fois on ne peut pas pour des raisons de santé évidentes. Il y a eu, c'est juste une question annexe comme ça, mais il y a eu début 2022 un ouvrage qui est sorti justement sur le groupe Orpea qui s'occupe des maisons de retraite. Comment est-ce que vous gérez la communication pour ça ? Bon, alors, ça fait 3 ans. Je suis un passionné de peinture. Je crois que Laurent Lévy est passionné de musique. On se complète les deux. Vraiment passionné. J'ai décidé d'organiser chaque année un concours de peinture dans les EHPAD. C'est-à-dire, encore une fois, évidemment complètement bénévole et pour le bien des gens. Deuxièmement, on a décidé depuis très longtemps d'avoir une charte éthique extrêmement sévère en interne pour ne pas orienter vers des maisons qui nous paraissent pas terribles. Puis, on a créé un certain nombre d'opérations pour les personnes âgées régulièrement et systématiquement bénévoles. Et enfin,
il y a 2 ans, j'ai créé un magazine hebdomadaire dans lequel je trempe ma propre plume, entre autres, pour toutes les semaines que les gens qui vivent en maison de retraite, y compris ceux avec qui on n'a aucun accord, y compris vraiment des gens très éloignés, pour que ces gens-là puissent avoir un peu de bien-être. Et l'arrivée de ce scandale qui nous a fait tous du tort, parce que tout le monde a cru que d'un coup, les maisons de retraite étaient devenues très méchantes. En réalité, il y a des comportements dans les affaires qui sont déplorables, et ci ou là, d'accord. Et j'ai créé en parallèle, un peu avant cette affaire, une entreprise qui s'appelle Senior Anime, dont l'objet est de faire dans les EHPAD et dans les résidences-services des animations 1 heure par jour, tous les jours, 7 jours sur 7, en digital, en direct, pour occuper les gens avec du bien. Voilà. Donc, moi, si monsieur Trucmuche, Victor Castanet sort un livre, il a raison, il a gagné beaucoup d'argent, il a tué un pan de l'activité, mais les gens n'ont pas de choix de toute façon. Il faut faire rentrer leurs personnes âgées en maison de retraite, parce que quand elles sont Alzheimer et grabataires, plus Parkinson, vous pouvez toujours courir, vous voulez le garder à la maison, vous pouvez essayer. Parce que même quand on adore ses parents, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc oui, c'est vrai, il y a eu un truc, c'est une secousse qui a duré 4-5 mois, et puis de toute façon, ça revient normalement ensuite. Comment ? Non, je disais de toute façon, c'est un besoin sociétal aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette nouvelle activité, parce que j'estime qu'apporter le bien aux autres, ça fait aussi partie du boulot des Juifs. En disant bien qu'on est Juif d'ailleurs. Parfait, magnifique. Il faut rappeler que José Boublil a fait une exposition l'an dernier dans un centre d'autistes. Et c'était merveilleux parce que ça a dépassé l'art-thérapie. C'était quelque chose du chesed. Donc il y avait quelque chose de très généreux dans ta démarche. Alors on va continuer avec Laurent Lévy, ici présent, qui nous accueille dans un lieu qu'il a conçu, qui est le musée de la musique, entièrement. Et vous pouvez constater le plafond magnifique qui a été fait par des architectes marocains. On doit à Laurent Lévy aussi toute l'activité du Kikar Musica avec ses restaurants, avec son orchestre. Mais comme vous savez, il est président de la fondation Optical Center. Et son slogan, c'est « Aider notre mission ». C'est son slogan. Il assiste des écoles, des internats, des maisons de retraite, des centres communautaires qui peuvent bénéficier des lunettes, ceux qui ont des revenus très modestes, des familles monoparentales, des familles aux membres handicapés, des victimes d'attentats terroristes, des soldats sans famille, des handicapés de tout âge, des personnes âgées de plus de 60 ans qui répondent à des critères précis, et aussi les rescapés de la Shoah. Ceci n'est qu'un aperçu de ces activités. Je lui donne la parole. En fait, moi je peux vous parler de plein de choses. On a combien de temps ? 10-15 minutes. J'ai cette activité. Cette activité, la première, c'est Optical Center. J'ai créé des concepts et puis après, je m'organise pour les réaliser. D'une façon générale, j'ai des rêves qui dépassent largement mes capacités. Donc, je mise beaucoup sur Dieu pour me mettre les personnes dont j'ai besoin au bon moment. Voilà. Donc, puisque je ne sais pas tout faire, donc voilà. Donc, je dis, voilà, idéalement, il faudrait faire ça, mais je ne sais pas le faire. Donc, en allant vers, Dieu me met les personnes qui correspondent et qui chacun a sa mission, je sais pas si les outils pour y arriver. J'ai appris à voir grâce à ma femme et qui est présente dans la salle et donc j'arrive à capter la bonne énergie, la bonne personne pour la mettre au bon poste. Quelqu'un a dit tout à l'heure, tout le travail c'est de trouver sa place et c'est ça. Première activité c'est Optical Center, donc j'ai ouvert un premier magasin tout seul en 91, puis un deuxième, un troisième, etc. Aujourd'hui il y a 700 magasins dans le monde. J'en ouvre.
700 magasins. 710, on en ouvre un tous les 5 jours dans 8 pays. Razak. Donc c'est un truc, ça avance, il y a plus de 5000 collaborateurs, c'est un truc de ouf, les gens voient bien, ils entendent bien, etc. Et puis j'ai lancé d'autres activités. Très bien, Optical Center, donc ça c'est un truc qui roule. J'ai 100% des actions, j'habite à Jérusalem, je peux m'en aller en 2005. La fondation Optical Center, donc arrivé en Israël, première chose à faire, j'étais voir le maire de Jérusalem, je lui ai dit voilà, je suis opticien, qu'est-ce que je peux amener? Mon père m'a appris un truc, il m'a dit voilà, quand tu rentres dans une équipe, tu joues pas pour toi, tu joues pour l'équipe. Si l'équipe elle gagne, peut-être que tu gagneras quelque chose derrière, mais d'abord tu penses à l'équipe, tu penses au groupe, tu penses au collectif avant de penser à toi. Exactement ce que tu as dit, la bienveillance. Il m'a dit on a un grand problème, 30% des échecs scolaires sont dus aux gens qui ne voient pas le tableau. Ok. Et je lui dis pourquoi il ne voit pas le tableau? Il m'a dit parce qu'ils savent pas qu'il ne voit pas le tableau. Et c'est vrai, un enfant, il voit avec ses yeux, il croit qu'il voit bien, mais donc, à la fin, il ne voit pas le tableau, il ne comprend rien, il décroche, il embête les copains, et puis à la fin, il est en échec scolaire. Donc, je suis rentré dans les écoles, j'ai envoyé des optométristes, faire les examens de vue. Celui qui avait dire aux parents, regardez votre fils, il voit bien. Voilà, on faisait l'examen de vue. Votre fils, il voit bien. Tant mieux. Votre fils, il ne voit pas. Si vous avez les moyens, allez acheter des lunettes chez les opticiens de la ville. Si vous n'avez pas les moyens, voilà la fondation. Et puis venez faire des lunettes. On a commencé comme ça. On a commencé une école, 2 écoles, puis après on a fait toutes les écoles de Jérusalem, juives, arabes, etc. Et aujourd'hui, bon, ça fait 15 ans maintenant. Aujourd'hui, tout le monde voit bien à Jérusalem, c'est plus un sujet. Maintenant, c'est pas un sujet parce qu'on fait régulièrement depuis X années. La fondation est connue, on donne 20 000 lunettes par an, 1500 appareils auditifs, etc. Ça c'est bien. Ça c'est la fondation. Donc optical, on est en commerce, distribution, en santé, en Optical Center. En philanthropie, on a la fondation. Ensuite, on passe en immobilier. Donc, je suis arrivé ici en 2005. C'est juste après l'intifada. J'avais juste vu la courbe des prix de l'immobilier qui était toujours en hausse depuis 1948. La courbe, elle est comme ça, hein, elle monte, elle monte, mais elle monte vers le haut. Des hauts et des bas, mais la tangente, elle est énorme, comme vous la connaissez. Donc, je me dis, bon, l'immobilier peut que monter. Donc, je me suis mis à acheter tout ce qui était possible d'acheter à Jérusalem. Et avec mes moyens, bien sûr. Et donc, j'ai acheté le maximum de choses. J'ai construit des immeubles que vous voyez un peu autour de vous, et d'autres choses. Et l'appartement, l'immobilier locatif. Donc, j'achète des trucs, je construis, et je loue. En général, des appartements de luxe ou des commerces bien placés. Ça, c'est donc la partie immobilière. Ensuite, 4. Après, il y a eu Kikar Musica. Kikar Musica, donc on parle d'une feuille blanche. Mon ami Elios a été au début de l'aventure. Et donc, comment on va... J'ai compris très vite que le problème ici, c'était de la redoute, l'unité du peuple juif. Il y avait eu quelques guerres, donc le peuple était ultra uni. Et puis dès qu'il n'y a plus la guerre, le lendemain, ça y est, chacun il se déchire. Donc je me suis dit, en période de quotidienne, peut-être qu'on peut s'unir. Et pour unir, moi je suis Lévi, donc moi, je suis attaché à la musique, par mon nom de ma tribu, quoi. Donc je vais construire quelque chose autour de la musique pour unir les gens. Donc j'avais acheté juste en bas, c'était la première imprimerie de Jérusalem. Là en face, c'était ce qu'on appelle le Kinor Bakikar, un restaurant qui est en bas. Il y avait juste le bas. J'avais acheté juste ce petit truc là. Et en fait, il y avait une place devant avec plein de mauvaises choses qui se passaient sur cette place. Et j'ai pris 3 mois de congé et je me suis mis à écrire un concept qui s'appelle Kikar Musica, en disant ça serait bien d'avoir un endroit où il y a des restaurants, une scène musicale avec de la musique live seulement et pas de la musique avec les ordinateurs. Un musée de la musique, un auditorium, une école de musique, etc. Une galerie d'art et musique, des différentes choses qui sont autour de la musique, de façon à centraliser un peu la place de la musique et la place de l'unité pour les touristes et les Israéliens. Bref, j'ai écrit le concept et puis j'étais voir les gens qui habitaient tout autour, donc des gens qui habitaient là depuis 60 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, etc. Et je leur ai dit, voilà ce que j'aimerais faire ici. Si vous me vendez votre appartement, votre boutique, votre pub, votre machin, voilà ce que je voudrais faire. Le premier m'a vendu, le deuxième m'a vendu, le troisième m'a vendu, il y en a 40 comme ça, il y en a 39 qui m'ont vendu à la fin, il en reste le dernier des Mohicans, Philippe Diskin, qui est pas là, qui est un ami, il a 94 ans. Il m'a dit, Laurent, j'ai 20 mètres carrés en sous-sol, je veux pas les vendre. Bref, tout va bien. Mais ce qui est fou, c'est que les gens auraient pu me dire, écoute, t'as un projet, t'as un rêve, reste tranquille. Mais non, quand on voit que tout le monde vend et vend au prix, d'accord, il n'y a pas une histoire. Alors les derniers ont vendu plus cher que les premiers parce que l'immobilier est monté, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient obtenir plus. Peu importe. Mais quand je vois que les portes s'ouvrent, ça veut dire que Dieu est là et ça veut dire que le projet doit se faire. Et donc il devait y avoir un Kikar Musica à Jérusalem. Donc 4 Kikar Musica, projet culturel, d'accord. Donc on a vu de la santé, on a vu de la philanthropie, on a vu de l'immobilier, on a vu de la culture. Je sais pas si qui parmi vous a déjà visité le musée de la musique, le musée hébraïque en dessous? Levez la main. Ok.
le musée hébraïque, le musée Oui. de la musique hébraïque. Ok, très bien. Donc un tiers à peu près. Ok. Ensuite, on passe à une autre activité, l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est en cours de construction. Donc là, j'ai écrit 4 projets d'hôtellerie en Israël. Un qui va avoir lieu à Migdal, près de Tibériade, d'accord, un grand hôtel de 600. Ça va être un club Med Kasher, voilà, globalement, avec un but spirituel fort en sous-jacent. Et puis un musée de la musique qui va être pas loin d'ici, avec une chambre flamenco, reggae, McCartney ou Elton John. Un autre hôtel qui s'appelle le Jabotinsky, d'accord, sur l'histoire de Jabotinsky, qui va avoir lieu à Rehov Jabotinsky, il ouvrira l'année prochaine. Et un 4e hôtel qui est l'hôtel Yafo là-bas, le grand hôtel sur Yafo 45, là-bas sur Rehov Yafo à Jérusalem. Donc un hôtel plus classique de centre-ville. Maintenant, donc ça c'est l'hôtellerie. C'est un nouveau métier que je ne connais absolument pas, mais c'est évident qu'il y a 98 hôtels à Jérusalem, il en faudrait 1000. Donc, si vous avez 5 minutes, essayez d'ouvrir un hôtel, parce que ça peut que cartonner. Le tourisme, on est à 3-4 millions par an. Avec le 3e temple, on sera à 100 millions, donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça c'est 5, l'hôtellerie. 6, on arrive dans un domaine qui est complètement autre, c'est le football. Jérusalem Football Club, c'est un club qui a ouvert il y a 3 ans. Moi, j'aime le football. J'aime le football pour la stratégie. Moi, j'ai appris la stratégie aux échecs et au football. J'ai pas eu la chance de faire une école de commerce. Ça m'aurait bien servi. Ça m'aurait bien servi. Je suis juste opticien, j'ai un diplôme d'opticien. Voilà. Je suis opticien. Le métier de Jérusalem Football Club, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est donner aujourd'hui l'image d'une ville, c'est le club de foot. Madrid, quand on parle Madrid, on ne parle pas de la place d'Espagne, on ne parle pas de l'ours là, qui est au milieu de la truc. On va vous parler de quoi à Madrid? Du Real de Madrid. Voilà. On ne va pas parler de la culture, du musée, etc. Paris, on ne va pas parler de Paris, je sais pas, le Louvre, les Haussmann, tout ce bazar. Non, on va parler du Paris Saint-Germain. Et c'est comme ça, et dans la tête des gens, aujourd'hui, c'est comme ça. On connaît Liverpool non plus par les Beatles ou par différentes choses qu'il y a. Liverpool, très sympathique, le port, mais on connaît Liverpool par le Liverpool Football Club. Bref, donc comment on va donner une image de Jérusalem à travers le football, dans le sens d'une Jérusalem spirituelle et à la fois ouverte à tous. Voilà, donc il y a des cours de Torah avant chaque entraînement, avant chaque match. J'ai écrit une méthode particulière de football. Je suis en train d'écrire le livre sur une méthode particulière exclusive qu'on est en train de mettre en place. Ah, vous avez compris, c'est un fou furieux. D'accord. Donc là, on est passé de 5e division il y a 3 ans. Donc on a commencé avec la 5e, là on est en 4e. On va tout faire pour passer en 3e. Et vous nous verrez en Champions League, si Dieu veut, dans quelques années. Voilà, c'est l'objectif. Voilà, ça c'est le Jérusalem Football Club. Ensuite, on arrive directement à 6, 7. C'est un autre projet, c'est le 3e temple. Là, c'est un truc. Ça, voilà. c'est le grand projet. C'est notre grand projet, nous, 8 milliards d'humains. C'est pas un projet juif, c'est un projet humaniste. Et en fait, c'est comment on va réussir à construire un monde meilleur grâce à une présence divine plus forte sur Terre. C'est ça tout le projet. Donc, pour ça, je suis en contact avec les 20 associations qui s'occupent du 3e temple ou du monde du temple. Je les ai réunis, on a défini une stratégie. La stratégie, chacun a un rôle bien précis, elle est en route. Vous avez vu que les vaches-roux sont arrivées, 5 vaches-roux sont arrivées avant-hier à l'aéroport de Lod depuis le Texas. Elles sont pas loin de Haïfa aujourd'hui. Et on a acheté le terrain, je disais tout à l'heure, on a acheté le terrain sur le mont des Oliviers pour faire la shreta de la vache rousse. Bref, on est parti dans le domaine. Vous regardez tous le site thirdtemple.org. thirdtemple.org, où on a plus de 1000 inscrits par jour aujourd'hui. On était à 10 par jour il y a quelques mois. Il vient d'être mis en place il y a quelques mois, le site Third Temple. Il y a un engouement mondial des communautés du monde entier, juives et non juives, qui veulent ce projet, qui adhèrent. Et en fait, l'histoire de la vache rousse qui est arrivée à l'aéroport, et on est à 600 000 vues en 3 jours, dans le monde entier. Donc, juste des vaches rousses qui arrivent par avion, donc des vaches qui prennent l'avion, d'accord, et qui arrivent à Lod. Donc c'est un phénomène incroyable, ce 3e temple. En Israël, on est plus méfiant qu'ailleurs, mais les autres attendent ça. Les nations attendent que le juif fasse son rôle de juif et d'hébreu sur la terre dans laquelle il est revenu. Et plus on affirme notre identité juive avant tout, et dans la mission que Dieu a voulu de nous, d'accord, plus on est respecté et aimé par les humains de tous bords sur la terre. Voilà, ça c'est le projet du temple. J'ai terminé pour cette activité. Vous avez des questions? Il nous reste 3 minutes. Non, alors non, attendez, on va prendre du temps quand même. D'abord, moi je voudrais revenir sur les 39 projets que vous avez achetés, parce que 39 c'est un chiffre kabbalistique important. 39 c'est Tal, et Tal c'est la rosée. Donc vous avez amené de la rosée dans ce pays. Ça, c'est important. Oui, mais j'ai eu le 40e, là. Ok, mais ensuite, j'ai lu que vous offrez des lunettes aux Palestiniens pour qu'ils
puissent mieux nous voir. Je ne sais pas ce que Est-ce c'est que les vous Palestiniens. confirmez? Ce que vous appelez Palestiniens, c'est des musulmans qui habitent en Judée-Samarie ou ceux qui habitent en Jordanie? Le mot palestinien, très bonne question. je ne Très comprends pas bonne ce mot-là. question. Mais enfin, bon, Ou le j'ai juif vu qui ça habitait en dans la Israël presse. avant 48. Donc c'est à vous de préciser. Les Arabes un Arabe Voilà. qui habite sur notre terre, Ok. qui est invité, avec plaisir, je lui offre des lunettes. Voilà, donc ça c'est réel. Et alors ce troisième temple, il sera localisé où? Sur le mont du Temple, il n'y a pas d'autre choix. Prophétie d'Ézéchiel, il y a 2600 ans, Ézéchiel a pris la prophétie avec la vision, combien de coudées là et là et là et là, c'est sur le mont du Temple. Et qu'est-ce que vous allez faire au Guécher, qui est à côté du Waldorf? Le Guécher, juste un centre de visite du troisième temple, un centre de visite, Ah, ok. Donc le ce centre de sera- préparation. Donc centre ce de sera une préparation. introduction, un lieu d'introduction. Oui, pour que les gens comprennent, parce que le troisième temple, bien personne ne sûr, comprend rien, on bien ne sait pas sûr. où. Tu vois, tu poses la question, Bien, où ok. est-ce que ça va être. Donc les gens se posent la question, à quoi Très ça bien. sert, on va reprendre les sacrifices, c'est primitif, etc. Bien sûr. Sérieux, hein. Ce problème des enfants qui ne voient pas à 30%, c'est un problème spécifique à Israël? Non, ou c'est pas- mondial, sauf qu'en France, rappelez-vous, on avait la médecine scolaire qui passait là. Il passait, il nous faisait il y avait un truc là, en France. Et oui, là, il n'y a aucune, détection. Il y a une association qui s'appelle Nathalie, qui a été mise en place il y a quelques années, qui fait un bon travail, juste sur l'optique, mais il n'y a pas tout le dépistage comme on a en France. dingue. Non, mais il y a d'autres pays dans lesquels ça dépend. Ouais. C'est problématique. On compense. Merci. Bon, alors, est-ce que les questions dans la salle? Merci, bonjour. Est-ce que vous répétez la musique à côté du temple, là, les Lévim, vous répétez la musique? À Soukot, oui. À Soukot, on va faire le chant des Lévim. La dernière fois, on était 400, c'était juste avant le Corona. Là, on sera à peu près 1000 Lévis habillés en blanc pendant Soukot. Et on chante les Télim, ce qui sera chanté en même temps que les sacrifices dans le temple. Oui. On peut venir voir. Bonne question. L'année dernière, oui, parce qu'il y a tout l'orchestre philharmonique là, qui est en dessous, etc. On doit pouvoir venir voir. Il faut se rapprocher de Herzl Benari qui organise cette chose-là. Moi, je suis juste un participant en tant que Lévi, je viens chanter. Tout court. On peut être que vraiment ébahi devant cette avalanche de belles idées. Et moi, j'ai entendu l'ambassadeur dire, en fait, pourquoi pas un parti francophone? J'ai mon ami Israq Dahan qui crée aussi un institut de la francophonie. En fait, pourquoi les Français? Parce que j'aimerais qu'on change l'image des Français vis-à-vis des Israéliens et des fondateurs de ce pays. Et donc, quoi de mieux que cet exemple, cette série d'exemples philanthropiques et autres, de bonnes initiatives, aussi José a contribué largement à expliquer. Donc, pourquoi pas? Alors, on a créé des associations pour créer des éco-villages avec des Olim Hadashim. On a créé aussi la possibilité d'avoir un prix pour donner un parcours visuel un peu de ce qu'a été l'alliage des Juifs d'Afrique du Nord vers Israël, vers le Canada, vers la France, et voir comment ces gens-là ont évolué pour faire du bien autour d'eux. Et donc, peut-être dans le cas des fondations, trouver un moyen d'arriver à contribuer. On a un prix de la francophonie avec des parcours comme des gens comme Mathilde Daguez qui ont contribué à ce pays au début. En fait, arriver à développer en fait une association qui fédérerait toutes les initiatives francophones, françaises, et qui montrerait qu'on peut changer l'image de marque des Français qui veulent donner à Israël. Ça serait vraiment quelque chose qui nous aiderait. Très bien, faites-le. Réunissez l'ensemble des associations, des parcours, etc. Et ça peut être votre projet. Si vous avez l'idée, c'est que c'est votre projet. Faites-le. Et on est là. Et je serai participe. Il faut dire qu'il a ramené ses employés français non juifs en Israël pendant 4 jours. Et j'aimerais que vous en disiez un mot. Parce que c'était magnifique. En 2011, j'avais dit en France, on était 8e en scène française. J'avais dit ça en 2020, on est premier en France, on ira tous à Jérusalem. Et on y est arrivé à être premier en France, donc première scène de France. Et du coup, en 2021, il y avait le Corona, mais voilà, on a pu ramener tout le monde, enfin tout le monde, 2661 on était, puisqu'il y avait le Corona, donc il fallait qu'on fasse les tests, ils ont ouvert le terminal 1 que pour nous, etc. Bref, on était en plein Corona, ils ont ouvert que pour nous, ils ont fermé après, 3 semaines après. Et on a pu faire ce voyage, un truc de ouf. Vous regardez sur Optical Center Jérusalem 2021, vous regardez sur YouTube. C'était un voyage phénoménal. Et 90% de non-juifs chez Optical Center, 5% de juifs à peu près comme ça à la louche, parce que je ne mesure pas, d'accord, et 5% de musulmans. Mais globalement, voilà, c'est ce qu'il y a. Bon, et il y a une harmonie. Je travaille de la même façon que ton style de management, c'est la bienveillance, c'est comment je peux t'aider. Voilà. Il y a des écoles en général, pour avoir 100% de réussite au bac, ils virent au fur et à mesure.
Il y a des écoles qui disent non. Moi, sur 100 qui sont rentrés en 6e, combien il y en a qui arrivent au bac? Et moi, c'est la deuxième partie. Alors, comment je prends les 100 qui sont arrivés en 6e et comment je les fais tous réussir? Mais c'est magnifique parce que vous avez réussi à restaurer l'image d'Israël à leurs yeux. Donc c'est pas rien. À leurs yeux. Pas rien. Donc en tant qu'opticien, là, c'était fort. 2161 ambassadeurs. Celui qui vit en Israël, de toute façon, visiter Israël, il repart comme ambassadeur. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais rappeler tout de même, puisque nous avons été concernés, d'abord vous remercier pour tout le recette que vous faites et rappeler aussi que vous avez participé largement à l'établissement d'une équivalence pour les audioprothésistes, travail fait en collaboration avec Qualita. Donc je voudrais témoigner, puisque ma fille a 15 ans d'expérience en audioprothèse. Et elle s'est battue, vraiment battue avec Esther Blum pendant toutes ces années. Je pense que vous avez finalisé l'affaire. Merci. Et vous avez surtout aussi permis l'ALIA, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il faut savoir qu'il y a une association d'audioprothésistes de 90 familles qui sont en attente aujourd'hui en France de pouvoir faire l'ALIA. Donc vous avez permis cette ALIA et vraiment je vous en remercie de tout cœur parce que c'est un travail, c'est vrai qu'on ne nous attend pas. On n'a pas de tapis rouge ici. On a aussi le tort. Nous n'étions pas présents. Bien. Maintenant, c'est une école, l'école d'audioprothésistes. C'est le CNAM. C'est une très bonne école, mais il n'y a pas le mot université. Donc ça a été un combat. Et je pense qu'il faut continuer ces combats qui sont si importants et qui permettent l'ALIA dans des corps de métier et notamment dans le paramédical. Voilà. Merci. On a fait ça avec l'université de Riel, d'accord. On a offert 2 salles d'audioprothésistes. On a fait le parcours pour l'équivalence. On a fait le programme avec eux. Donc on est audioprothésistes français. On vient, on dort à Eli, au Echouf d'Eli. On fait les cours à Riel. Il y a un Ulpan spécial global et un Ulpan spécifique audio qui est offert aux étudiants, d'accord. Nous on finance une partie, Qualita également finance une autre partie, et aujourd'hui les audios sont en cours d'avoir les audios français sont en cours d'avoir leur diplôme israélien. Oui. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous demander, c'est surtout un avis. Je suis née en France, mais je viens d'Amérique. Et en tant qu'artiste, on m'avait demandé de faire un programme pour les enfants de la communauté. Au début, j'ai dit non parce que je ne suis pas professeur. Après, j'ai idéalisé mon concept de l'école et ça a très très bien réussi. J'ai eu des sponsors américains qui m'ont aidé et tout. Après, j'ai fait mon ALIA. Alors, simplement, je voulais vous demander, moi j'ai une fille aussi qui est passionnée de musique, elle est ingénieure du son, elle fait de la musique. Moi, c'est l'art graphique. J'ai eu des expériences extraordinaires avec des enfants qui ont fait des choses merveilleuses. Je voulais simplement vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a la place à Jérusalem pour faire un centre pour les enfants parce que je pense qu'en ce moment, il faut vraiment... Tous les enfants sont connectés au iPad, et c'est le moment de les connecter à leur essence. Et ce que j'avais fait en Amérique, ça avait très bien marché. Et je me pose la question, est-ce que vous pensez qu'à Jérusalem, il y a la place pour un centre de qualité, hein, pas La réponse, vous l'avez. Vous l'avez déjà, la réponse. Si l'idée vous vient, que vous êtes là, que vous avez toute expérience... Vous me donnez exactement l'envie de... Moi, je fais juste le miroir, mais c'est évident qu'il y a de la place. Comme il y a de la place pour tout à Jérusalem. Il y a de la place pour tout à partir du moment où ça vous tient extrêmement à cœur, on sent que c'est de l'intérieur. Donc faites-le, mais direct, mais faites-le sans hésiter. Et les portes vont s'ouvrir. Voilà. Les donateurs, vous les trouverez. Voilà. Faites-le, vite. Merci. Merci Laurent Lévy. Alors, on va passer à Ariel Kandel. Je vais vous présenter Ariel Kandel, qui a fait son ALIA en 91. Il a été anciennement directeur de l'agent juif pendant 6 ans, mais il a occupé pendant 17 ans des fonctions à l'agent juif. Il est actuellement directeur de Qualita. Il s'est occupé de Kfar Maimon, de l'unité des Golani à Tzahal. C'est un ancien de Lucien Hirsch et de Yavne. Il a fréquenté le IIF, ça il faudra qu'il nous dise ce que c'est, le Bnei Akiva. Les EI. Ok. Et en tant que cadre, la Yeshiva Elal Eliyahu, il a un billet en comptabilité et en gestion d'entreprise et un master en éducation juive. Voilà, c'est un petit parcours. Oui, c'est pas le plus intéressant, on va dire. D'abord, merci de l'invitation. Merci à Laurent également. Cet endroit est magnifique. L'acoustique aussi, d'ailleurs. Alors forcément, parler après Laurent, c'est un défi en soi. Hein. Donc voilà. Hein. Mais
Mais on va essayer de compléter, enfin, en donnant peut-être un autre aspect de la chose, enfin un aspect complémentaire. Je suis quelqu'un qui me repose beaucoup sur mes maîtres, donc ça a été dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de grandir chez les Picard, hein, Bernard et Marianne Picard, ma fille d'ailleurs porte le nom de Marianne Picard. J'ai grandi également chez le Rav Bochko, chez le père du Rav Shaul David, chez le Rav Moshe Zatzal. Et j'ai eu la chance professionnellement d'avoir aujourd'hui pour maître et, comme on dit, pour ami et maître, Nathan Sharansky. C'est une longue histoire. Nathan a entendu, enfin, lorsque j'étais à l'agence juive, il a entendu parler d'un gosse qui, quand il avait 7-8 ans, il allait le dimanche matin, il était arrière droit à Maccabi Paris. Et puis on se levait à 6h du matin, on se levait plus tôt le dimanche qu'en semaine d'ailleurs. Et puis après, comme on s'ennuyait un peu, alors on allait faire des manifs, libérer Sharansky, moi je ne savais même pas qui c'était. À tel point je ne savais même pas qui c'était que ma mère un jour m'a dit, bah voilà, tu vas prendre ce numéro de téléphone, tu vas appeler et tu vas crier libérer Sharansky. Alors comme je dis, j'ai appris un mot en hybride d'ailleurs, ça s'appelle téléphone rouga. Hein, les téléphones, comme on dit en français d'ailleurs. Les téléphones où ça prenait 2 heures, rien que de faire le numéro, ça prenait 2 heures. Et puis j'ai appelé 1 fois, 2 fois, et puis on me raccrochait au nez. J'ai dit à ma mère, vous étiez bien gentil, mais moi j'arrête d'appeler. Ils s'en foutent de moi, ils me raccrochent au nez. C'est qui ces gars? Et elle me dit, c'est l'ambassade du RSS, c'est très important, etc. Et Sharansky a entendu parler de cette histoire. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, il va falloir que tu rentres en France. Alors, quand on est sabra en Israël et que l'État d'Israël vous appelle à faire des missions d'État, les Israéliens adorent ça. Quand tu as fait ton aliyah de France et qu'on te dit de retourner en France, c'est pas top. Je suis d'ailleurs le seul chaliard de l'histoire de l'agence juive dans le passé, et je peux dire dans l'avenir, qui habitait à Créteil pendant sa shlichut, mais ça c'est encore une autre histoire, mais ça fait partie de l'histoire. Et donc je suis parti, entre autres, Nathan avait comme vision, il l'a toujours d'ailleurs, de renforcer l'identité juive dans le monde. Et il m'a dit, tu pars et tu vas faire là-bas, tu es un bon éducateur, donc tu vas t'amuser dans les mondes jeunesse, les étudiants, les programmes Massa, les programmes Taglit, tout ça. Voilà, tu vas nous faire un directeur d'agence juive un peu différent de ce qu'on a jusqu'à présent. C'est pas tellement la bureaucratie qui nous intéresse, on va faire autre chose. Et là arrive l'attentat à Toulouse. Ma vie personnelle a basculé, ma vie pro, parce que je connaissais Jonathan Sandler, dont le grand-père avait fait comme traiteur la bar mitzvah de mon père, hein, c'était pas hier. Et ma vie professionnelle forcément a basculé, puisque l'agence juive était à peu près en France à 1000 olim par an. Et puis en l'espace de 14 mois, on est passé à 8000 olim par an. Bon, on a tous ici fréquenté l'agence juive. Moi, je suis le premier. Hein. Vous pouvez y aller, hein, j'ai l'habitude. Hein. L'agence juive, c'est pas une start-up, on va dire. Mais je peux me permettre de le dire, je travaille à 17 ans, donc il n'y a pas de problème, j'étais le premier à le dire. On a sorti il y a 10 ans un clip là, où on dansait dans les rues de Paris, on disait Shana Tova, on a cru à l'agence juive que j'avais fumé un joint. Le directeur général m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce que t'as fait? Il y a eu 2 millions de vues. Il m'a dit, bon, finalement, c'était pas si mal. Combien t'as payé? 5000 €. Ah, c'est tout. Tu peux pas refaire un autre. Bon, il y a eu toutes sortes d'histoires comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après l'attentat, à l'époque, le Premier ministre de l'État d'Israël est venu en visite en France. C'est la fameuse histoire du discours à la victoire. Elle a été précédée d'une autre discussion qui a eu lieu entre Sharansky, lui et moi. Et il m'a dit, combien? Et je lui ai répondu 100 000. Il m'a regardé, il m'a dit 100 000. Je lui ai dit ouais. Il me dit en combien de temps? Je lui ai dit ça dépend de toi. Il me dit pourquoi ça dépend de toi? Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'était Bibi, le Premier ministre à l'époque. Et je lui ai dit, et la question était combien d'olim? Et je lui ai dit il y en aura 100 000. La question c'est en combien d'années? Si on se bouge les fesses, ça peut être très rapide. Si on se bouge moins les fesses, ça sera moins rapide, mais c'est a priori faisable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Laurent a parlé du temple, hein, du Beth Amikdash. La Géoula, c'est aussi le rassemblement des exilés. Et je lui ai dit, je pense que de toute façon, s'il y a une communauté, s'il y a un pays où c'est fini, c'est la France, mais il va falloir se bouger. Et il m'a dit, mais pourquoi il faut se bouger? Tous les Français sont riches. Il m'a dit cette phrase. Maintenant, c'est pas parce que c'était ni de la politique, hein, c'était vraiment une discussion extrêmement fermée. Et en fait, à l'époque, les gens qui prennent des décisions en Israël, les politiques, les ministères, les mairies, etc., pensaient véritablement que tous les Juifs de France étaient riches. Pour une seule raison, c'est que lorsqu'un Israélien moyen va en France, il va à la Tour Eiffel, à Euro Disney, sur les Champs-Élysées, et quelque part de façon... alors cognitivement, ils savaient que ce n'était pas le cas, mais ils avaient l'impression que tous les Français juifs habitaient tous dans la Tour Eiffel. J'ai découvert ça au fur et à mesure. Et depuis à peu près 50 000 juifs qui sont revenus en Israël, 40 000 olim officiels, plus encore quelques milliers de gens qu'on appelle les Toshavim Prozrim. Et ce qui est extraordinaire, c'est que juste après...
Il y a eu quelques années après l'attentat Hyper Cacher, et là il y a eu une décision de l'État français qui jusqu'à présent n'est pas claire pour moi. François Hollande a décidé pour la première fois dans l'histoire des Juifs de France de faire une étude sur les Juifs de France. Ça avait été fait une petite étude par Eric Cohen, Zichrono Livracha, il y a à peu près une vingtaine d'années, mais là François Hollande a mis le paquet. Et ils ont fait une étude, ils ont interviewé 44 000 personnes. Alors ici en Israël, on pose une question à 3 mecs sur SMS, on fait ça une Knesset. Bon, c'est tous les 6 mois, alors c'est bien. Mais en France, 44 000 mecs qui ont répondu avec l'IFOP à ce sondage. Et là, il y a un chiffre qui est sorti que beaucoup de gens ont cru que moi j'avais inventé. J'ai dû montrer que c'était dans les... Parce que quand c'est François Hollande, alors c'est pas un juif, c'est pas un sioniste. Enfin voilà, on peut pas dire que c'est l'agent juif ou l'État d'Israël. Et là, il y a eu une étude qui est sortie, donc où à peu près la moitié des Juifs de France, 51% disaient qu'ils voulaient quitter la France. Et sur les 51%, donc 43% disaient en Israël, et 13% disaient demain matin. Donc 43%, c'est à peu près autour de 200 000 Juifs qui ont dit on veut faire l'Aliyah. Alors beaucoup d'entre eux, c'est les Shanaba, Birushalayim, on dit ça depuis 2000 ans, on peut le dire encore 2000 ans, donc pourquoi pas. Mais ce qui était intéressant, c'était les 13 autres pourcents, c'est-à-dire à peu près 65 000 personnes, au-delà de ceux qui étaient déjà venus. Depuis ce sondage, il y en a à peu près 15 000 qui sont venus, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'amener encore 50 000 Juifs en Israël de façon, j'ai presque envie de dire presque facile. Mais pour faire cela, forcément, et c'est un peu également la vision, puisqu'on parle d'optique, vision, les lunettes, pour ceux qui suivent, puisqu'on parle de vision, donc forcément, lorsque Kaelita a été créé avec mon ami Marc Eisenberg, forcément le but était d'une part de venir dire à l'État d'Israël bon vous êtes bien gentil mais ce que vous faites ça suffit pas donc on va faire autre chose. Effectivement on a appris ça en Israël, c'est-à-dire nous on met les petits Français tout ça, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, quand on dit oui c'est oui, quand on dit non c'est non, en fait tu comprends en Israël. Mais ça je l'ai appris quand j'étais en Golanie il y a 30 ans que oui c'est non, non c'est oui, peut-être c'est pas peut-être, enfin voilà quoi. Si comme a dit Laurent, si vraiment t'as envie tu peux y aller quoi. Kadima Lister, c'est ce qu'on dit. Moi, je connaissais pas bien l'hébreu, je connaissais l'hébreu comme voilà, donc il fallait noter en phonétique les ordres de l'armée sur les mains, vraiment, et on disait Kadima, et Ister, donc il fallait comprendre que tout était faisable en Israël, qu'on pouvait tout conquérir. Et en fait, la vision, c'est premièrement donc, de permettre à ces 50 000 qui sont déjà ici, de les aider dans leur intégration. Ça paraît chose facile, mais il faut bien comprendre que lorsqu'on est venu, à beaucoup de gens, moi je suis venu ici à 30 ans, à l'âge de 17 ans, j'avais aucun problème. On croit qu'on avait des problèmes quand on vient à 17 ans. Moi, j'en avais pas parce que j'avais choisi, en fait. J'étais un jeune, j'avais choisi. Je parlais pas vraiment bien l'hébreu, mais c'était pas grave. Mon seul souci, c'était le samedi soir de savoir quel résultat avait fait le PSG la veille. Et j'appelais mon père en PCV. Il refusait le PCV parce qu'il voulait pas parler de football. Ça coûtait trop cher. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Le lendemain matin, donc on cherchait l'équipe. Il y en avait un dans tout Jérusalem qui avait déjà été vendu à 6h du matin. Il y avait un mec qui était plus fou que moi qui allait avant 6h l'acheter. Et en fait, on prenait le journal israélien et on cherchait dans le sport Paris Saint-Germain. Bonne chance quand on ne parlait pas l'hébreu. Et alors, quand c'était match nul, c'était bien parce qu'il y avait écrit un partout, on comprenait. Mais quand il y avait un qui avait gagné ou perdu, on ne savait pas si ça se lisait de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Et donc, on était à 6h du matin. C'est des vraies histoires avec les mecs de la yeshiva du Rabochko. On était dans la rue en train d'arrêter des gars et on leur demandait. On était vraiment des malades mentaux. Enfin, on est toujours d'ailleurs, mais c'est ça qui est bien. Donc d'une part d'essayer d'intégrer les 50 000 et d'autre part d'essayer de tout faire pour en amener 50 000 autres. Pour ça, évidemment en Israël il y a des mots magiques comme le matching par exemple, où on essaye des fonds philanthropiques associés à des fonds d'État. Vu que pour ceux qui l'ont pas remarqué, il n'y a pas vraiment de gouvernement dans ce pays depuis 2 ans, c'est un peu compliqué. Vous avez beau passer le budget d'État, faire voter des budgets dans les gouvernements, faire voter des budgets à la Knesset, ça ne veut pas encore dire que vous avez l'argent. Mais enfin, sur une partie des choses, ça marche, sur d'autres, ça marche moins bien, on va dire ça comme ça. Au niveau municipal, ça dépend des municipalités. Jérusalem, pour nous, c'est très fort. Tel Aviv, c'est très fort. Netanya, ça commence. Ranana, par exemple, ils sont contre. Ils ne veulent pas aider les Olim, ils n'en veulent pas d'autres d'ailleurs. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est véritablement la vision qu'on a. Et pour terminer, je dirais juste que je me permettrai de dire un petit mot de Torah parce que c'est à mon avis quelque chose qui est essentiel lorsqu'on parle de Klitat Aliyah, d'intégration. Donc on a lu la parashat Kitavo où on nous parle de l'entrée en Israël avec tout un cérémonial qu'il y avait au temple où il fallait annoncer en fait toute une carte d'identité. Voilà, mon père a fait ça, mon grand-père a fait ça et moi je vais faire ça. Et là-bas on répète plusieurs fois la fameuse expression que la terre d'Israël est la terre Eretz Zavatrelav Udvash. Donc la terre du lait et du miel. Et le Rav Kook pose une question qui est incroyable. Il dit mais pourquoi on compare Israël au lait et au miel? On aurait pu, il y avait plein d'autres options. On n'était pas obligé de dire le lait et le miel.
Et il répond une réponse extraordinaire dans son commentaire En Aya sur le traité de Brachot dans la Gemara. Il répond en fait que le lait et le miel sont les deux seuls aliments qui sont cachers, mais qui proviennent de choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire que le lait, avant d'être du lait, c'est du sang qui se transforme en miel. Donc le sang, c'est interdit à la consommation, et le lait, c'est permis à la consommation. Et le miel, lui, vient d'une abeille qui est interdite puisque c'est un insecte. Et en fait, réussir en Israël, à mon avis, c'est ça, réussir en Israël. C'est de comprendre que la transformation est possible. On est tous venus, pour ceux qui ont fait l'Aliyah, de ce qu'on appelle le pays de la Sistana. On a reçu là-bas la manne, les nuées, le puits, enfin tout ce qu'on a, voilà, la sécurité sociale et compagnie. Et puis on arrive dans un pays où, je suis d'accord, tout est possible, mais il faut être capable de transformer l'abeille en miel et le sang en lait. Alors qu'encore une fois, quand on est venu à 17 ans, c'est peut-être plus facile. Moi, j'ai des dizaines de copains qui étaient avec moi à Lucien Duhir chez Yavne, qui aujourd'hui ont 48 ans, comme moi, qui ont 5 gosses, qui ne parlent pas un mot d'hébreu, qui aimeraient beaucoup venir en Israël. Ce n'est pas forcément une question de moyens, mais qui n'ont pas la mentalité pour. Et c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour le directeur actuel de Qualita? Parce que c'est une qualité. Bonjour, Monsieur Candel. Le travail que fait Qualita donc depuis 5 ans, je crois que ça existe, 2017, est exceptionnel à plus d'un titre, puisque par rapport à avant que ça existe, il n'y avait pas vraiment d'accueil pour les Olim français et en français. Donc aujourd'hui, on a ça. Et j'en sais quelque chose puisque je vais souvent au hub. Donc ma question, c'est, depuis 5 ans, est-ce que la perception des Olim français pour les Israéliens a changé? Qu'est-ce que vous en pensez, de cette image des Français par rapport à tout le travail qui a été fait? Alors, l'image, en fait, on se fait une fausse image de ce que pensent les Israéliens des Français. D'abord, on est tous Israéliens ici. Enfin, de ce que pensent les Sabras. On entend là? C'est bon? Oui? Non? Si. Ok. Les Sabras sont bien plus pro-français que ce qu'on croit. En tout cas, de ceux qui veulent s'intégrer, on va dire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle à un Sabra, etc., lui, il va te dire... Et beaucoup sont en contact avec des Français dans le monde du travail, dans le voisinage, etc. Et en général, ça se passe très bien. Le choc pour les Sabras, ça a justement été lorsqu'ils ont vu que s'ils pensaient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que tous les Français, j'ai dit ça un peu en rigolant, habitaient tous dans la Tour Eiffel. Ils ont dit, mais comment c'est possible? C'est quoi ce balagan, pour pas dire autre chose en français? Les gars, ils débarquent en Israël et tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas exactement ça. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, on a commencé à faire également des délégations, on va dire, de Sabra, à tous les niveaux. Hein. Quand je dis tous les niveaux, et pas en costard 3 pièces. On les a amenés à Créteil, on les a amenés à Sarcelles, dans des heures qui ne sont pas des heures, parfois le Shabbat. On les a amenés dans des HLM, monter 17 étages à pied quand l'ascenseur ne marche pas, de voir ce qui se passe un peu dans les cages d'escalier, etc. Et ils ont découvert qu'effectivement, en France, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout les moyens, certains qui en avaient. Ils ont découvert c'était quoi le monde des HLM, c'était quoi le système français. Et ils ont surtout compris, c'est ça qui était important, que lorsque les Olim de France arrivent en Israël, il faut parfois les aider. Je vais raconter peut-être l'histoire la plus dramatique, mais c'est malheureusement comme ça en Israël. Parfois, en Israël, on a beaucoup de mal à avoir une vision. On fait beaucoup du jour au lendemain. Il y a 3 ans, il y a eu je ne sais pas si on peut dire un meurtre. Ouais, on peut dire un meurtre, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, il y a eu une bagarre de rue entre Olim de France à Choma, ici à Yerushalayim, à Chomat Shmuel. Et il y a un petit Français, un petit jeune, Yosef Katan Zichrono Livracha, qui a été tué sur une histoire de joint, sur une histoire de drogue. Et un petit Chabadnik. Il a pris une barre de fer dans la figure, il est décédé. Et ce jour-là, vraiment, je ne parle pas du tout de politique, donc ce n'est pas la peine de m'interpeller sur ça. Moi, je travaille avec les politiques pour faire des projets pour l'État d'Israël, mais je ne m'ingère pas dans les histoires de savoir qui va être élu ou pas. J'aurais pu à peu près 500 fois et je ne l'ai jamais fait. Parce que, voilà, d'abord, j'ai promis à ma mère, ça c'est important. J'ai promis à ma femme, c'est encore plus important. Et puis, de toute façon, tous les 6 mois, je chercherai un autre travail. Alors, mais pour l'histoire, parce que c'est l'histoire qui est importante. Donc, notre bureau, notre quartier général se trouve à Rehov Ethiopia, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce jour-là, le meurtre a été, je sais pas, le soir, et vers 3h de l'après-midi, le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone. Shalom Ariel Zenaftali. Alors je lui dis, ouais, toi tu me parles pas.
Donc c'est Bennett qui était à l'époque ministre de l'Éducation. Donc c'est bien avant toutes les histoires, c'est pour ça que je dis ça avec beaucoup de facilité. Et il me dit, pourquoi tu ne me parles pas? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je lui ai dit, je t'ai expliqué, je lui ai dit 10 fois, je t'ai expliqué qu'en France, l'école juive, c'est jusqu'à 5h de l'après-midi. Que quand les gosses ils sortent de l'école, ils se promènent dans la rue, et surtout à Paris, il fait moche, il pleut tout le temps, il grille, c'est horrible. S'ils vont dans le métro, ils sont emmerdés par des gens. Ils arrivent à la maison, il y a papa ou maman, papi ou mamie. Puis ils arrivent en Israël, ils sortent de l'école à 2h de l'après-midi, le ciel est bleu. Il n'y a pas d'antisémitisme dans les rues. Les problèmes de sécurité existent en Israël, mais il n'y a pas des problèmes d'antisémitisme de tous les jours en Israël. Et puis quand ils arrivent à la maison, il n'y a pas, puisque papa il est dans le Boeing, puisqu'il n'a pas trouvé de travail, et maman elle essaie d'apprendre l'hébreu, et papi et mamie sont encore en France. Je lui dis, donc, et ça commence la cafote. Je lui ai dit, tu sais, c'est à Roma, mais tu vas au Kikar Natania, c'est la même chose, à Khuzar Anana, c'est pareil, Yudalef Ashdod. Enfin, moi je passe ma vie dans ma bagnole à aller voir tout ça. Et je lui ai dit, t'es bien gentil, mais on en a discuté 1000 fois et t'en as rien fait. Il me dit, ouais, mais il y a eu un meurtre, on fait quoi? Je lui ai dit, qu'est-ce que je te dise, moi? Il me fait, ben viens. Je lui ai dit, je te préviens, si je viens, ça va pas être. Je lui disais, l'ol votre je lui ai dit, ça va mal se finir. Et alors il me dit, viens quand même. Et je suis arrivé donc au ministère de l'Éducation, Rehova Nevim. Alors là, évidemment, il m'a fait la totale, là, toute la direction du ministère de l'Éducation. Et je suis rentré, et bon, on ne peut pas oublier ce genre d'histoire. Et je l'ai regardé, et je lui ai dit, je t'ai prévenu. Il m'a dit, je sais. Et j'ai hurlé. J'ai perdu mon sang-froid, c'est rare. Hein, parce que je suis réputé pour avoir du sang-froid. J'ai hurlé, et je lui ai dit, un gosse qui est mort hier, je les ai défoncés tous. Et là, il y a un gars qui aujourd'hui, il est vice-directeur adjoint au ministère de l'Intégration, qui s'appelle David Abeta, qui est éthiopien. Et il a dit devant tout le monde, il a dit, vous savez c'est quoi l'histoire à propos de la conception? Il me fait, avant qu'il rentre, on pensait tous que tous les Français étaient des Américains. Il m'a dit, alors vous n'êtes pas des Éthiopes, des Éthiopiens, mais c'est entre les deux, c'est un truc entre les deux. Alors moi, j'avais pas tellement envie de rire. Hein. Il a dit ça à moitié en rigolant, et je lui ai dit, ok, alors on fait quoi? Alors il m'a dit, il y a un programme qui s'appelle Maftechot pour les jeunes Éthiopiens, pour pas qu'ils traînent dans les rues. Il me dit, si le ministre il est d'accord, on va faire la même chose, et on va faire ça pour les Français. Et aujourd'hui, grâce à cela, et grâce... on met du monde aussi, hein, nous a bien aidé. On a réussi, enfin nous, c'est rien du tout. Hein. L'État a créé un programme qui s'appelle Mechoubarim, qui aujourd'hui existe dans 5 villes d'Israël, à Jérusalem, à Netanya, à Ashdod, à Ashkelon, à Beth Shemesh. On nous le donne pas pour les riches, entre guillemets. Ils ne comprennent pas qu'il faut aussi Arana à Tel Aviv, ça viendra un jour. C'est plusieurs millions de shekels qui sont investis par l'État, un petit pourcentage par qualité, parce qu'il faut toujours donner l'impression qu'on est dedans, sinon ils nous lâchent très vite. Un peu aussi les parents pour pas que ça soit gratuit, et qui permet aujourd'hui à 2224 enfants, ça c'était hier soir, de ne pas traîner dans les rues après les cours. Voilà. Magnifique. Dernière question, ok? Ariel, tu nous as mis l'eau à la bouche avec ces discussions avec Sharansky. En fait, il a répondu quoi? Pour pouvoir avoir 50 000 d'immigrants qui arrivent de France. Et moi, j'ai vraiment une question, c'est qu'on a, dans notre association, regardé ce qui est possible de faire. Il y a des familles nécessiteuses en France qui sont dans la banlieue de Paris, de Lyon, de Marseille. Quand ils sortent de la synagogue, le papy, on lui crache par terre, si ce n'est pas sur la figure. Les Arabes les menacent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens d'acheter, ils n'ont pas les moyens même de vivre sans une APL, etc. Et quand j'essaie de parler avec les gens de la Clita, je suis venu bien sûr te voir avec notre association, et ils n'ont pas d'écoute. On leur dit, écoutez, on ne sait pas quoi faire, on ne va pas avoir des problèmes avec des gens qui ont des problèmes déjà en France. Alors, est-ce que tu as abordé ce problème avec ton expérience? Est-ce que tu as amorcé des solutions? Aborder, oui. Je fais que ça, en fait. Alors, Sharansky, lui, il avait eu un grand avantage sur nous. C'est qu'ils étaient 1 million. Ils sont arrivés à 1 million. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de russophones en Israël. Et d'ailleurs, Sharansky n'a jamais été ministre de l'intégration. Il a été ministre du logement. Il avait bien compris ce qu'il fallait faire. Et ministre de l'Intérieur. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, dans les années 90, lorsqu'on achetait un logement dans ce qu'on appelle les Yehuda et Shomron, c'était 95% d'aide de l'État pour acheter un logement, et c'était 30% dans les villes. Aujourd'hui, quand je raconte ça, les mecs qui me regardent comme si j'étais devenu fou. Et comme il me dit Nathan, toujours en rigolant, il me dit et les demandes étaient en russe. Il me fait un grand clin d'œil, genre c'était que pour nous.
En fait, c'était pour tous les Olim, mais enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait presque que des Russes, il y a presque 100% de Russes. Ça, c'est pour l'époque. Et en fait, Sharansky m'a dit, en fait, tu as 3 possibilités. Il me fait soit vous renforcez en politique. Alors, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais c'est vrai que quand on regarde le paysage politique, il a quand même un peu changé, que ce soit un peu à la Knesset, surtout dans les municipalités. Aujourd'hui, il y a des conseillers municipaux de plus en plus, c'est pas encore comme les Russes, forcément. Il me dit, soit vous faites des manifs. Il me dit, il faut prendre les mecs, les mettre sur Kikar Rabin, là-bas à Tel Aviv, et renverser des poubelles. Il me dit, mais les Français, est-ce qu'ils vont faire des manifs? Je suis pas sûr. Il me dit, soit tu pars par le bas, il me dit, et t'essayes de faire des projets en ramenant des gens avec toi, et toujours faire ça avec l'argent public et essayer de monter les choses. Donc il y a plusieurs projets qui ont été déposés. Le plus connu, c'est un projet qui s'appelle ABCDE. A comme Avoda, B comme bureaucratie, C comme Keila, D comme Diour, c'est logement en hébreu. Et E, ça marchait plus, hein, parce que c'est Avoda, Bureaucratia, Keila, Diour. Puis après E, c'était Chidour, donc on a dit éducation, parce que sinon ça marchait pas. Il fallait bien qu'il y ait un hic à la fin, qui a été budgété. Ça coûtait un peu. Et je vais vous raconter même une histoire où on a été même plus loin. Après le verdict de la cour d'assises là, à Paris sur l'histoire de Sarah Halimi Zichroneh Livracha, la cour d'assises, comme ça qu'on dit. Moi, je suis venu à 17 ans, donc j'ai pas tellement le. Alors, je vais pas dire de nom, mais j'ai aussi un groupe, on va dire, de philanthropes qui m'a appelé et qui m'a dit, Ariel, c'est game over, c'est la fin. Un groupe de Français m'ont dit c'est la fin. Je leur ai dit, ah bon, pourquoi c'est la fin? Je lui ai dit, malheureusement, c'est pas le premier attentat. Il m'a dit, oui, mais c'est la première fois que la France dit, en gros, cette histoire, il a fumé un joint, donc... Enfin, je résume un peu l'histoire, c'est pas vraiment comme ça s'est passé. Mais peu importe, le fait de dire, aujourd'hui, l'État de français n'est plus derrière nous. Donc, ça a été budgété, le plan existe. Une partie du plan a même été votée au budget d'État le 1er août 2021, donc il y a un an. Il est passé au budget de la Knesset il y a le 32, c'était fin novembre. Où ça en est aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, encore une fois, il faut bien comprendre que lorsqu'on dit qu'en Israël, les élections coûtent à l'État, c'est faux. Ça coûte à l'État. Mais quand il n'y a pas de gouvernement, l'État ramasse beaucoup plus d'argent qu'il en dépense puisque tous les projets qui sont en plus ne sont pas faits. Donc c'est par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, un des plus grands problèmes, c'est le problème du logement, pas simplement pour... Aujourd'hui, si Israël fait venir 50 000 personnes, la grande question de savoir est où on va les mettre. Vous avez aujourd'hui, cet hiver, plus de 10 000 Ukrainiens qui sont arrivés suite à la guerre en Ukraine. Quand vous demandez aujourd'hui la question de savoir où ils habitent, quelqu'un sait la réponse? Où ils habitent, tous ces gens? Oui, presque, mais et plus sérieusement? Au début, non, plus maintenant. Ça, c'était au début. Effectivement, au début, ils ont reçu pendant un mois les hôtels. Ils habitent chez leur famille. Ils n'ont pas trouvé de logement. Maintenant, ça, il y a des possibilités. Et en fait, une des grandes possibilités, c'est de dire qu'il faudrait effectivement que moi, les Olim qui ont besoin, leur loyer soit payé au moins pendant un an, pour que pendant cette année-là, ils puissent apprendre l'hébreu, on puisse leur trouver du travail, etc., etc. C'est un plan d'envergure. 500 millions de shekels, c'est pas énorme. L'État d'Israël peut le faire. Pour que l'État d'Israël puisse le faire, il faut un gouvernement qui tienne un peu plus que 6 mois. Et ça, je ne vais pas maintenant faire de la politique. Personnellement, je suis très pessimiste pour la suite parce que, à mon avis, on est reparti pour encore 1, 2, 3, 4. Et même si on a un gouvernement, il peut retomber quelques mois après puisque le système fait que n'importe quel gugus peut se lever un jour et dire « moi, j'ai plus envie, il n'y a plus de gouvernement ». Alors, on n'est pas là pour parler de politique, mais le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement stable fait que c'est très compliqué d'arriver à prévoir quelque chose. Et malheureusement, et je terminerai par ça, et malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est qu'un jour l'État d'Israël le fasse, on va dire, de façon réactive et pas de façon proactive. Mais ce jour-là arrivera de toute façon. Merci. Est-ce qu'il y a un micro à donner? La dernière question. On a parlé ici de 50 000 qui ont déjà fait leur alia ou qui sont au Shavim Chosrim, et éventuellement encore 50 000 qu'on voudrait pouvoir faire venir et aider à réussir. Je travaille moi-même à la Banque Leumi, on parraine ce colloque. Et je pense qu'on a quand même une part de responsabilité, ceux qui ont déjà fait leur alia. Alors je ne parle pas de parrainage 1 à 1, mais ceux qui ont réussi réellement en Israël et qui se trouvent dans des postes clés, des postes qui permettent de faire avancer, qui permettent l'intégration. Personnellement, je travaille dans les crédits immobiliers, donc avec conviction, j'aide les gens à faire leur alia et à faire mitzvah tishuv haaretz. Et c'est mon projet. Mais je me dis qu'il doit y avoir suffisamment de personnes ici qui travaillent parfois dans les centres médicaux, parfois dans d'autres endroits
on rencontre de la bureaucratie qui peut être difficile au moment de l'ALIA. Et c'est notre rôle à nous, ceux qui ont réussi réellement et qui s'épanouissent ici, de tendre la main à ceux qui veulent faire ce choix de pouvoir venir. Voilà. Absolument. Alors, je vais donner la parole à Shimon Seban, qui travaille à la Banque Leumi privée. Il a immigré en 2006 de Paris. Il a un master de finance spécialisé en immobilier qu'il a obtenu à la Sorbonne en 2005. En 2008, il a réussi l'examen de conseiller financier en Israël. Et depuis 2015, c'est-à-dire depuis 7 ans, il est directeur des clientèles à la Banque Leumi privée de Jérusalem, qui est sur King David. Merci. Alors tout d'abord, je suis très content d'être parmi vous et de représenter la Banque Leumi à ce très beau colloque et de représenter spécifiquement la banque privée de Leumi à Jérusalem. D'abord, merci à Vanessa pour ce très beau colloque. Je pense qu'on pourra dire qu'il y aura un avant et un après colloque parce qu'il y a énormément d'idées, énormément de choses qui se passent en ce moment et je suis sûr que ça va avoir une très grande réussite dans l'avenir. Alors effectivement, tout d'abord, donc quelques mots sur moi. Donc effectivement, donc je suis né en France et j'ai fait mes études Lucien de Hirsch, Yavne, donc un parcours assez classique. Et j'ai obtenu un diplôme de master de finance d'immobilier à la Sorbonne en 2005. En 2006, j'ai effectué mon ALIA. Et depuis 2006, j'ai la chance de pouvoir travailler donc à la Banque Leumi dans le département de banque privée. Par la suite, donc en 2008, effectivement, j'ai fait des examens pour être conseiller financier en Israël. Et depuis 2015, je suis directeur de clientèle à la Banque Leumi à Jérusalem. Alors, quelques mots aussi sur la Banque Leumi. Donc, peut-être vous devez le savoir, la Banque Leumi est la première banque sioniste, dans le sens où son origine provient du deuxième congrès sioniste, dans lequel il était question de créer un organisme pour financer les projets du congrès sioniste. Et elle a été fondée officiellement donc en 1902 en Angleterre, à Londres. Et donc aujourd'hui, en 2022, nous avons l'honneur de fêter les 120 ans de la Banque Leumi. Ça mérite. Alors, donc la Banque Leumi offre des services à tout type de clients, donc que ce soit pour les entreprises, les professionnels, les particuliers. Nous, au niveau de notre agence donc de banque privée à Jérusalem, notre but est de donner un service d'une très grande qualité à tous les clients. On s'adresse essentiellement à des clients patrimoniaux. Donc, notre équipe est composée aussi bien de banquiers que de conseillers financiers expérimentés qui donnent un service de très grande qualité en français. Nous ne partageons pas uniquement donc la langue, mais nous partageons aussi donc vos valeurs, votre mentalité et votre culture, et c'est ça qui fait d'une certaine manière la différence entre la Banque Leumi et peut-être d'autres établissements. La Banque Leumi offre tous les services, que ce soit des services de construction de portefeuille, diversifiés pour protéger votre capital et pour le faire fructifier. Bien évidemment, au niveau donc de la Banque Leumi, nous avons aussi tous les outils technologiques pour vous permettre donc d'avoir accès à vos comptes de manière facile, de manière efficace et de pouvoir les suivre en permanence. Vous avez la possibilité de faire des tas de transactions 100% sécurisées avec des transferts, des conversions, des achats, des ventes de titres, tout ça de manière 100% sécurisée. Donc voilà un petit peu le mot sur la Banque Leumi qui parraine ce bel événement. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent beaucoup au niveau de l'euro, du shekel. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui apparaissent de temps en temps là-dessus. Oui, non? Alors, au niveau juste simplement au niveau quelques informations, je vais me permettre de donner quelques informations financières, économiques plutôt. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui se posent au niveau d'un certain nombre de personnes qui auraient des difficultés à faire leur alia par rapport au coût de la vie, etc. Donc tout d'abord, effectivement, c'est une réalité et bravo à ce que fait Ariel et par son activité et par son association qui fait un travail formidable. Mais d'une certaine manière, il faut prendre en compte que la monnaie d'un pays est censée représenter la force d'un pays. Et donc,
plus une monnaie se renforce, plus ça signifie que le pays a une qualité qui se renforce. Je vous donnerai simplement quelques indications. La notation du pays, ce qu'on appelle la notation du pays en termes financiers, c'est la qualité de la dette du pays. Donc plus la qualité est bonne, plus l'État peut emprunter de l'argent avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Si on devait comparer la qualité financière de la France et d'Israël, donc la France qui a des centaines d'années d'existence avec un gouvernement qui existe, une activité industrielle de longue date, la notation de la France est AA- actuellement. Donc en fait, il y a plusieurs notations, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, depuis une dizaine d'années, ils ont perdu 2 notes dans leur notation. Donc ils étaient AAA, qui était en fait la meilleure note, et ils sont passés AA-. L'État d'Israël, à l'inverse, avait une notation qui était beaucoup plus faible, et depuis la même période, a eu sa notation qui a augmenté, qui est passée aussi AA-. Donc, la France était AA, et l'État d'Israël est AA-. Donc d'une certaine manière, ça signifie que oui, Baruch Hashem, grâce à Kadosh Baruch Hu, l'État d'Israël ne fait que se renforcer, et c'est aussi une des raisons qui fait que le shekel se renforce ces dernières années. Dans tous les cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les monnaies, comme tous les actifs financiers, sont extrêmement fluctuants, et donc si aujourd'hui nous avons un euro-shekel qui n'est pas forcément très favorable pour tous les Olim Prashim qui doivent convertir leur retraite et leurs avoirs en shekel, mais néanmoins, ça ne signifie pas que forcément dans l'avenir, les choses vont rester de la même manière. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, si je peux me permettre de donner un tout petit conseil par rapport à ce domaine-là, c'est que il faut prendre en compte que le shekel est extrêmement corrélé, donc il y a une très forte corrélation entre le shekel et les marchés financiers. Dans le sens où, lorsque le Nasdaq se renforce, donc la bourse américaine, la bourse technologique américaine augmente fortement, le shekel a tendance à se renforcer fortement. Et c'est aussi une des raisons qui fait que le shekel ces dernières années s'est beaucoup renforcé, puisque les marchés américains, Israël qui est considéré comme la Startup Nation, avec énormément de sociétés technologiques qui sont implantées, qui sont cotées sur le marché américain, finalement fait rentrer beaucoup de devises et renforce le shekel. Et donc, à partir du moment où on connaît cette information-là, à partir du moment où on sait qu'il y a cette corrélation très forte, il faut, oui, aussi éventuellement profiter des fluctuations qu'il y a sur le shekel lorsque les marchés actions ont tendance à diminuer, comme en ce moment où on vit une certaine crise financière déjà depuis quelques mois, grosso modo depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc profiter de ces fluctuations pour éventuellement augmenter sa part de shekel, si bien évidemment ça correspond à vos besoins. Combien de temps d'après toi pour arriver à 1 euro égale 1 dollar égale 1 shekel? On va y arriver, c'est sûr, puisque le shekel, moi, en 2000, il était à 6,50. Après 5,70 en 2005, quand je suis arrivé. Aujourd'hui, c'est 3,2. 3,4, ok, 3, ok, bon, hein. Et on sent très bien qu'on va arriver à ce 1,11. Maintenant, c'est quand, la question? Là, c'est une question de PhD. Alors, c'est une très belle question. Est-ce qu'il y a des réponses dans la salle? Il délègue. Moi, si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, juste pour aborder le sujet de l'évolution des parités, puisque effectivement l'euro s'est effondré depuis plusieurs années face au shekel, il s'avère que les flux de capitaux entrants renforcent l'économie israélienne. Forcément, puisque tous les investissements qui viennent, c'est des sociétés étrangères qui convertissent leurs avoirs, soit en euros ou en dollars ou autre monnaie, en shekel, donc ça renforce l'économie. Il y a également les champs de gaz, les champs gazifères au large de la Méditerranée, qui permettent déjà de faire rentrer énormément de devises, puisque tout ça s'est vendu et s'est retransformé en shekel. Donc aujourd'hui, on a un phénomène de vase communicant qui fait que le shekel absorbe énormément de devises et que donc les parités se changent comme ça. Donc a priori, il semblerait que ça va continuer. Hein. Enfin, en tout cas, là, vu comme c'est parti. Alors regardez, je reviens simplement à la question au niveau de la parité entre les monnaies. Et effectivement, donc le dollar, enfin, je ne veux pas non plus rentrer trop dans trop de détails économiques, peut-être ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais effectivement, au niveau du dollar qui s'est très fortement renforcé ces dernières années par rapport au shekel, c'est bien évidemment d'un côté
le fait que le dollar revient comme une sorte de valeur refuge et donc le dollar se renforce par rapport à l'euro. L'euro qui malheureusement depuis des années a des difficultés au niveau de sa stratégie dans plein de domaines différents. L'Europe, malheureusement, c'est pas une grande nouveauté ce que je vais dire, mais il y a eu plein de crises successives qui ont eu lieu en Europe et finalement, en fait, à chaque fois, ils se rendent compte à quel point ils sont démunis dans des tas de domaines, différents. La guerre en Ukraine a montré à nu le fait que l'Europe est extrêmement dépendante énergétiquement de la Russie. Et donc, on est arrivé dans cette situation de parité avec un dollar qui est devenu très fort et qui arrive au même niveau que l'euro. Au niveau du shekel, et je ne veux pas non plus effrayer les Olim Khadashim qui sont une petite information économique, un autre chiffre. La dette de l'État d'Israël par rapport à son PIB est à peine de 61%, donc ce qui est un niveau extrêmement faible par rapport à beaucoup de pays de l'OCDE, pour parler simplement de cela, alors qu'en France, malheureusement, on atteint déjà les 112%. Ça veut dire que la dette est énorme et les risques sont pour l'Europe et pour la France en particulier, sont beaucoup plus élevés. Donc oui, il faut prendre en compte que plus tôt on arrive en Israël, et plutôt vous avez la chance de pouvoir participer à un État dynamique, un État solide, un État qui pourra continuer, Bezrat Hashem, j'espère, à fleurir dans le passé. Et après, on verra, l'avenir nous dira si nous allons arriver à la parité 1 euro contre un shekel. Mais bon, je pense que ça risque de prendre encore pas mal d'années. Peut-être que lorsque le troisième temple sera construit, qu'il y aura toutes les nations du monde qui viendront pour faire des corbanotes, des sacrifices en Israël. À ce moment-là, peut-être, effectivement, on nous arrivera avec un shekel qui sera peut-être plus fort que l'euro et le dollar. Question. En tant que directeur de la banque Leumi à King David, est-ce que vous pourriez influencer aussi la direction de la banque Leumi? Comme vous le savez, le dollar, l'Amérique a des trillions de dettes. L'euro est en train de se désintégrer totalement. Donc, si Israël continue à gérer son shekel en relation avec le dollar et l'euro, il n'y aura plus de valeur au shekel. Donc, auriez-vous la possibilité de transformer la façon de penser à la banque Leumi et dans toutes les banques d'Israël pour que vous achetiez de l'or, du vrai or, pas des valeurs, mais du vrai or cloquant. Comment est-ce que... Oui, trébuchant. Des lingots. Alors, merci pour votre question. Tout d'abord, je prends note de votre question. À mon niveau, humblement, je peux vous dire que je n'ai aucune influence là-dessus. Je préfère être tout à fait honnête avec vous là-dessus. Néanmoins, je peux transmettre l'information au niveau de la direction, même si je pense que la question, cette question-là est surtout entre les mains donc de la direction de la Banque d'Israël qui gère la stratégie monétaire de l'État d'Israël. Et donc pour l'instant, je suis un simple directeur à la Banque Leumi. Quand je serai directeur peut-être à la Banque centrale d'Israël, peut-être que j'agirai quelque chose. Vous serez son messager. Merci. J'aimerais juste dire un dernier petit message très rapide à toutes les personnes qui sont là et éventuellement aux personnes qui vont nous regarder sur Internet. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de faire de votre alia physique une alia spirituelle. Donc, comme l'a très bien dit aussi Ariel Kandel, c'est que l'État d'Israël n'est pas un État comme les autres. Nous ne sommes pas dans un autre État comme il peut y avoir en Europe ou ailleurs dans le monde. On a cette terre qui est sainte. Et donc, pour pouvoir avoir et pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté au niveau de l'intégration, au niveau de réussir donc cette sainte intégration en Israël, je conseille fortement de joindre donc cette alia physique avec une alia spirituelle. Et chacun avec son niveau, peu importe le niveau qu'on a, je pense que c'est la clé de la réussite et je vous souhaite à tous Betzlacha et une excellente nouvelle année pour tout le monde. Merci. Absolument. Il faut étoffer et conjuguer.
Alors, je vais passer la parole à Sam Pinto, qui a été... Jimmy. J'excuse Sam Pinto qui a eu un impératif familial et qui n'a pas pu se présenter, mais son frère, qui est son partenaire depuis plusieurs années, va très très bien expliquer. Je vais faire juste un petit topo sur son itinéraire. Il est né au Maroc, à Casablanca. Il a immigré en 83. Il est centralien, il est diplômé du MIT et il a son MBA. Il a vécu 10 ans aux USA. Il a travaillé dans plusieurs entreprises israéliennes du secteur de l'énergie solaire, comme la filiale de Veolia. Il ouvre la filiale du groupe Edmond Rothschild à Tel Aviv et il a dirigé avec brio durant 15 ans. Il est aussi président de DARCA, qui est une haute éducation à l'Aude et qui est un réseau scolaire qui gère 45 lycées dans les zones périphériques d'Israël. Il gère avec son frère Sam les vins Pinto, l'huile d'argan à Sde Boker et il est aussi en charge d'investissements sociaux depuis 12 ans. La parole vous est revenue. Voilà. Merci. Donc, mon parcours, comme chacun, est différent des autres. Et en plus, je ne suis pas né en France, je ne suis pas français, bien que je vous ai récité que mes ancêtres étaient gaulois, ils ne l'étaient pas. Voilà. Donc, je voudrais d'abord dire que si on compare, et tout le monde dit ne comparons pas, je dis moi je compare, et en Israël on est beaucoup mieux qu'ailleurs. Donc il faut venir, il faut commencer par venir, et on va résoudre les problèmes ensemble, s'il y a dans la mesure où il y a des problèmes, mais il y a beaucoup plus d'opportunités à mon avis que de problèmes. Et je suis un exemple de ces opportunités, comme beaucoup d'entre vous. Je suis arrivé donc en 83, effectivement, donc il y a presque 40 ans. Je suis un vieux, hein, je ne suis pas comme les autres, ils sont les plus jeunes. C'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, à part de me marier et d'avoir des enfants, car les choses m'ont souri. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Dans mon parcours professionnel, disons, j'ai commencé par 2 échecs, qui étaient des enrichissements personnels, mais pas au point de vue financier, des enrichissements personnels comme expérience, mais des échecs. J'ai participé à la création d'une entreprise d'énergie solaire qui est devenue énorme, mais qui après est tombée parce que les prix d'énergie dans le monde sont tombés. Donc j'ai dû mettre à la porte avec d'autres amis que Ariel connaît, 2000 personnes à la porte un beau jour, dont 700 en Israël, et dont moi-même. Après, j'ai géré effectivement une filiale qui avait l'ambition avec Veolia, à l'époque ça s'appelait la Compagnie Générale des Eaux, de faire de l'incinération, du traitement d'ordures, d'ordures ménagères et autres, pardon. Et ça a échoué aussi parce qu'Israël n'était pas prêt, de même que dans le monde n'était pas prêt pour l'énergie solaire il y a 30 ans, ou même 35 ans. Et finalement, j'ai réussi à convaincre la famille Rothschild de réouvrir une filiale ici et qu'ils me confient de m'occuper de cette filiale. Alors, ils m'ont dit, bon, à condition que tu perdes de l'argent avec nous. J'ai dit, moi, je veux bien investir, mais je ne m'appelle pas Rothschild, donc j'ai mis les 3 sous que j'ai pouvé, et même un peu plus. Et voilà, donc par erreur, ça a très bien réussi. Et bon, parce que aussi le pays s'y prêtait, le pays s'est ouvert aux investissements internationaux. Quand on a commencé, il y avait le contrôle d'échange encore. C'était il n'y a pas si loin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Israël est devenu le pays ouvert que l'on connaît maintenant. Et bon, un beau jour, j'ai donc vendu mes parts et je me suis consacré avec mon frère à de la philanthropie d'abord, donc et surtout à l'éducation, avec Marc Heisenberg aussi. Et avec la Fondation Rachi et nous-mêmes, Marc et nous, on a créé je m'occupais depuis longtemps déjà de l'alliance ici, Kiar Kol Israël Chaverim, et donc de l'éducation dans la périphérie. On a créé, avec surtout à l'impulsion de Rachi, mais aussi de nous-mêmes, on a créé ce réseau qui est devenu maintenant très important, puisque nous gérons effectivement 45 écoles, 25 000 élèves, des salaires à 3 500 profs environ. Donc je préside encore cette organisation et c'est passionnant. Et ce que je voulais dire, c'est que étant arrivé avec rien, en gros pas grand-chose, de quoi m'acheter une maison quand même, Israël m'a tout donné. M'a donné du bonheur d'abord, de la spiritualité bien sûr,
mais je ne porte pas de kippa, mais j'ai quand même accès à la spiritualité. Et beaucoup d'autres choses, et beaucoup de moyens aussi, qui me permettent maintenant de rendre un peu. Donc je pense que au Olim potentiel ou récent, il faut dire ça, que l'opportunité existe. Donc venez, restez, oubliez un peu l'euro, oubliez l'Europe au sens pas de se renier soi-même, il ne s'agit pas de ça, au contraire, profitons des relations qu'on peut avoir, des amitiés qu'on peut avoir, de la culture qu'on peut avoir, mais c'est derrière. L'avenir, c'est effectivement nos enfants, nos petits-enfants, et même pour nous-mêmes. Même à mon âge, on a commencé une affaire de vinicole dans le désert. Alors moi, je me suis pris d'amour pour le Negev et pour la Yerouham en particulier, puisque c'est une ville très dynamique, avec une bonne gestion municipale et assez grande pour que on puisse faire quelque chose, et suffisamment petite pour qu'on puisse vraiment faire un impact. Et c'est formidable. Donc on peut... Israël est un pays où il y a plein d'opportunités, on peut réussir et on peut rendre aussi, rendre à Israël et au moins une partie de ce qu'on a reçu, et on reçoit tellement qu'on peut se permettre d'en donner encore. Donc voilà. Donc, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'huile d'argan, les chèvres que vous avez ramenées du Maroc pour vous émanciper? Non, mais il a ramené des chèvres, donc on n'a plus besoin d'aller au Maroc pour amener de l'huile d'argan. Non, c'est encore un rêve, puisque c'est une chose à longue haleine, mais comme je suis jeune, j'ai le temps. Hein, les arganiers n'existent qu'au Maroc. Dieu a voulu que ça ne pousse naturellement qu'au Maroc, où il y a des centaines de milliers ou peut-être même des millions d'arbres qui n'ont jamais été plantés par personne, si ce n'est que par Dieu. Mais nous avons décidé quand même d'essayer de les planter ici. Donc on a fait une plantation qui est probablement la plus grande plantation du monde. Elle a environ 10 hectares dans le Negev. Les arganiers ont la particularité que ça prend 6, 7, 8 ans avant de commencer à donner des fruits et de devenir à peu près commercialement exploitable. On en fait beaucoup de cosmétiques aujourd'hui. Alors nous commençons seulement maintenant à produire de l'huile d'argan, donc on n'a pas d'expérience commerciale encore, mais l'expérience a été de le planter. L'idée était de pouvoir montrer que ça marche en Israël et que si ça marchait, il y aurait un avenir pour le Negev. Absolument. Parce que le Negev, il n'y a pas beaucoup d'avenir agricole dans le Negev. Si on arrive à prouver que ça marche, et ça marche. Ça marche d'autant plus qu'entre-temps, des scientifiques ont montré qu'on arrive, parce que les arbres, c'est comme les humains, les deux frères ne sont pas identiques. Or, pour une plantation commerciale, il faut que les arbres soient tous à peu près identiques pour que le rendement soit identique à celui qui est élevé. C'est-à-dire que tout le monde ait un rendement élevé. Et alors nous, quand on a commencé, il n'y avait pas ça. Donc on a une plantation qui est moyenne en rendement. Mais maintenant, si on pouvait recommencer, c'est-à-dire que les gens qui vont nous suivre vont pouvoir faire des plantations optimales et donc vont gagner de l'argent. Nous, on ne va pas gagner de l'argent là-dessus, mais on s'en fout, si j'ose dire, puisqu'on a montré la voie. Donc Israël va devenir un jour, pour l'argan, ce qu'il est devenu pour le jojoba. Israël a fait à peu près 30 ou 40% de la production mondiale de jojoba. C'est quoi? Le jojoba. Jojoba. Il y en a plein ici. Il y en a plein. 30-40% de la production mondiale. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'huile d'argan? L'huile d'argan, on peut en faire bon, à part pour la nourriture, parce que nous Marocains, disons, on avait l'habitude de ça, mais c'est surtout des cosmétiques. Et ça a des propriétés extraordinaires dans le domaine cosmétique, mais aussi probablement pharmaceutique. Alors pour ça, il faut beaucoup de capitaux pour montrer qu'il y a un plus au niveau médical. Mais un jour, quelqu'un va le faire. Mais Israël doit être un leader de ça aussi. Et nous, on a commencé. L'idée, c'était de planter la première chose pour que d'autres le fassent après. C'est magnifique. Moi, j'ai une idée à vous proposer. Est-ce que vous pensez à peut-être planter des étrogues? Parce qu'avec l'étrogue, on peut avoir de la bergamote. Et la bergamote, c'est un parfum. C'est un parfum, la bergamote. C'est merveilleux comme odeur. D'autres le font parce que si ça prend aussi 10 ans... Oui, c'est très long. L'étrogue, c'est très long. Mais tu obtiens de la bergamote. Toi, je sais, tu veux du sabayon. Je sais. Mais enfin, je rejoins mes prédécesseurs qui ont montré que tout est possible dans ce pays, y compris une réussite professionnelle et aussi
à la fin du compte, on doit rendre un petit peu au pays les quantités de choses que ce pays nous donne. Magnifique, parce que quand vous dites rendre, c'est-à-dire inspirer les jeunes, redistribuer ce qu'Israël vous a donné, c'est ça, hein, ce que vous entendez par rendre. Magnifique. Alors, il y a une question. Alors, je m'appelle Sacha Elbaz. Je suis très content d'être là et très honoré. Ça fait 1 an et demi que je suis en Israël. J'ai fait mon alia pour une fille. On s'est quitté 3 mois après, je suis encore là. Plus sérieusement, on est là depuis 9h ce matin. Et il y a un mot qui ressort pour moi de cette année et demie en Israël, de ce panel qui est inspirant et de tous les hommes et les femmes qu'on a vus depuis ce matin. Pour moi, c'est la résilience. C'est un pays où, qu'importe le background social, culturel, financier qu'on pouvait avoir en France ou ailleurs, arriver ici, c'est quand même pas repartir à zéro, mais quand même, il y a pas mal de remise en question. Moi, je sais que j'avais fait les grandes écoles, j'avais fait Dauphine, j'avais fait l'EDEC, j'ai fait un master de finance à la London School of Economics. Alors, pour ma mère juive, c'était le Graal. Et en fait, on arrive en Israël, et quand on arrive devant un mec de Shmoné Mathaïm, il regarde ce que c'est l'EDEC ou la LSI, il s'en fout un peu. Et franchement, après la LSI, j'ai bossé 3 ans chez Facebook, à Dublin et à Paris. Alors je me suis dit, waouh, 26, 27 ans, t'as fait des belles études, t'as bossé dans une belle boîte. Et ben, j'ai mis 5 mois l'année dernière à trouver un job. Alors un job avec certaines attentes en termes de salaire, de management, de plein de choses. Mais j'ai mis du temps. Ça, c'était l'année dernière quand je suis arrivé. En juillet, c'est-à-dire il y a 2 mois, ça se passait hyper bien. J'ai 28 ans, j'ai géré une équipe, j'étais grassement payé, j'adorais mon job, j'étais VP. Et je me suis fait virer. Et je crois que ça a été une des plus belles... je pense, sur les 5-6 dernières années, ça a été une des plus belles choses qui ait pu m'arriver. Notamment parce que dans la foulée, et je suis désolé, je vais un peu plomber l'ambiance, ça c'était début juillet, et fin juillet, j'ai perdu mon grand-père. Fernand Elbaz, algérien, juif, 85 ans, il est parti, le grand-père... est parti, mais il y a aussi tout l'héritage juif algérien, en ce qui me concerne, qui est parti avec lui. Et pourquoi je raconte tout ça ? Parce que ce que je faisais en parallèle de Facebook, même de la LSI à l'époque, c'est que j'écrivais l'histoire de ma famille, j'écrivais l'histoire, les biographies de mes parents, de mes grands-parents. Et j'ai fait ça pour d'autres familles, notamment pour l'ancienne présidente de l'UEJF, qui s'appelle Noémie Madar. J'ai fait ça pour d'autres familles, des amis d'amis, le premier cercle, le second cercle. Et ça, c'était en parallèle de mon job un peu classique dans la high-tech. Début juillet, je perds mon taf. Fin juillet, je perds mon grand-père. Forcément, on était mouvementé. Et ce que je me dis, c'est que je vais lancer un projet qui me tient vraiment à cœur. Parce que continuer les 30 prochaines années à attendre 4 ans pour vester l'equity et à prendre X cash shekels de plus, etc., c'est cool, mais ça ne me fait pas triper. En tout cas, ça ne m'excite pas plus que ça. Et quand je parle de résilience, et c'est vraiment ce que j'ai entendu depuis ce matin sur la scène, c'est les gens ont la dalle. Les gens ont faim, les gens ont faim de créer. Et ça peut être l'entrepreneuse Rehov Charlotte qui crée from scratch à partir de rien une superbe entreprise et elle se fait plaisir à vendre des petits plats et à faire un concept intéressant, jusqu'à Laurent Lévy qui crée Optical Center depuis les années 90 entre Paris et maintenant 700 branches dans le monde entier. Et je trouve ça inspirant et c'est pas que le côté, bien sûr il y a le côté financier, il y a le côté chutzpah, il y a le côté tachles, mais il y a vraiment le côté j'ai faim, j'ai la dalle de créer, d'avancer, etc. Et donc il y a 2 semaines, ça faisait 5 ans que j'avais ce bébé en moi, que j'étais en pleine gestation et j'ai accouché donc de ce projet qui est d'écrire, en fait, de faire des entretiens privés, de se déplacer chez les gens, vraiment, éviter au maximum tout ce qui est Zoom et téléphone, et interviewer les gens, les parents, les grands-parents sur leur vie, démocratiser la biographie et écrire des biographies haut de gamme pour n'importe qui et pas pour seulement les grands de ce monde, mais toute personne qui a vécu tout simplement et qui a passé des choses et qui a des choses à raconter. Et encore une fois, j'ai adoré ce qui s'est dit tout à l'heure, quand on passe d'un salaire de la high-tech, de Facebook, de cyber ou que sais-je, à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire ne pas être rémunéré et travailler dans des cafés à Tel Aviv pour comprendre un peu à la Laurent Lévy, essayer de mettre sur papier un concept et après mettre les bonnes personnes avec moi pour m'entourer, c'est exactement ce que je fais en ce moment. C'est dur, parce que quand mes parents, je leur ai annoncé ça, que je quittais le monde de la high-tech pour aller écrire des histoires de vie, c'était compliqué. En tout cas, j'ai dû pitcher. Mon père et ma mère, c'était les premiers potentiels investisseurs et c'était les plus importants. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, je repars de cette journée inspiré, de me dire que ce projet, ça fait 5 ans que je l'ai en moi, 2 semaines qu'il est sorti officiellement.
Mais je me souhaite de continuer et d'être toujours entouré de belles personnes comme vous tous. Et donc merci pour cette belle leçon aujourd'hui. Parce que vous parlez de la question de la trace, et de la postérité, et de l'héritage, de la filiation, et c'est pas rien. Merci. On va suspendre le colloque là. Je voudrais dire quelque chose. Oui, deux secondes, parce qu'on a le groupe de musiciens Narla qui doit intervenir. La salle doit être libre dans très peu de temps. Ils ont juste un quart d'heure. Si vous voulez être bref. Bonsoir à tous, bonsoir Ariel. Mais comme il a parlé de traces et de biographie, je me suis dit, bon, il faut quand même que je dise quelque chose. Il se trouve que, bon, contrairement à vous tous, et à ceux qui sont passés avant moi, je suis venue ici quand j'avais 55 ans, d'accord ? Donc ça fait 25 ans que j'ai fait mon alia. Ce qui a été le détonateur, c'était la première guerre du Golfe en 1991, où je suis venue comme volontaire à Tsahal, à l'armée. Et ce que j'ai vécu, je suis arrivée le jour de Pourim, la guerre s'est arrêtée, mais ce que j'ai vécu, c'était quelque chose d'extraordinaire et avec une part de mystique pour moi en tous les cas, qui fait que j'ai su que ma place était ici. Et 5 ans après, à 55 ans, j'ai fait l'ALIA. J'ai tout laissé en France. J'avais un stand d'antiquité Opus, j'étais très connue. Enfin bon, bref, je suis partie dans une période très très difficile. Et pour rebondir sur Israël, je suis venue avec rien. Je ne parlais pas l'hébreu, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais la chance de parler l'anglais. Donc j'ai revécu mes 18 ans, c'est-à-dire que j'étais en colocation comme une étudiante et à faire l'oulpan le matin, à bosser l'après-midi pour les devoirs et puis re-oulpan le matin, bon, jusqu'à ce que je trouve un petit boulot à Jérusalem et ensuite un autre boulot chez Stern, entre autres parce que mon domaine c'était l'achat et la vente d'antiquités, donc les bijoux ça ressemble. Et puis il y a quand même quelque chose de très important qui s'est passé après mon alia, c'est que mes 3 petits-fils sont nés. Quand je suis partie, je n'avais pas de petits-enfants. Ils sont tous nés après moi. Et ils m'ont toujours connue vivant en Israël, m'appelant Bouba. Pour eux, c'était normal, j'étais leur Bouba. Mais à un moment, après quelques quinzaine d'années en Israël, je me suis dit, mais si je pars demain, ils ne sauront rien de moi. Ils ne sauront pas qui j'étais, ils ne sauront pas pourquoi j'étais en Israël. Je suis née en France, j'ai failli partir à la rafle du Veldiv, puisque je suis une rescapée aussi de la rafle du Veldiv. Et je me suis dit, il faut quand même qu'ils sachent. Donc je me suis dit, je ne pouvais pas parler, je n'ai jamais parlé avec mes enfants non plus, mes petits-enfants non plus. Et je me suis dit, il faut que ça passe uniquement par l'écriture. Ben c'est magnifique. Donc vous avez écrit un livre et je vous invite à le présenter au moment du cocktail, parce que là on est obligé de donner l'espace au groupe. Votre livre existe, vous allez le montrer, les gens sont tout à fait disposés à le voir. Juste, vous êtes sûr qu'en mathématiques, vous calculez bien, parce que 55 plus 25... Ça fait 80. Vous êtes trompé d'une dizaine. J'ai 80 balais, oui monsieur. Alors magnifique. Jusqu'à 120 ans, vraiment. Je veux dire, c'est entre autres ce qu'Israël m'a donné, entre autres. Magnifique, magnifique. Merci.
Thank you.